Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Najat Vallaud-Belkacem est née à Beni Chiker, petit village au nord-est du Maroc. Elle grandit dans ce milieu rural ouvert sur l'Espagne et l'Algérie. C'est à l'âge de 5 ans que Najat arrive en France, d'abord à Abbeville, puis à Amiens, où elle passe l'essentiel de son enfance et de son adolescence. Après un bac économique et social, elle entame des études de droit, toujours à Amiens, où elle obtient une licence. En 2000, Najat est diplômée de Sciences Po Paris. Sa vie professionnelle commence alors comme juriste dans un cabinet parisien d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. En 2002, elle entre au Parti socialiste et obtient un premier succès électoral en 2004 comme conseillère régionale en Rhône-Alpes. En 2008, Najat Vallaud-Belkacem est élue conseillère générale du Rhône et elle devient également conseillère municipale à Lyon aux côtés de Gérard Collomb. En mai 2012, elle est nommée ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. C'est le 25 août 2014 que Najat devient la première femme de l'histoire de la République au poste de ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le gouvernement de Manuel Valls. Elle occupera ce poste jusqu'au 10 mai 2017. Depuis, elle s'est mise en retrait de la vie politique tout en continuant de l'observer et de la commenter, notamment sur Twitter, où elle totalise près d'1 million de followers. De 2018 à 2019, elle rejoint l'Institut d'études Ipsos, où elle dirige les affaires publiques internationales. Aujourd'hui, Najat est directrice pour la France de ONE, l'ONG qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables. Najat Vallaud-Belkacem, bonjour. Bonjour. J'ai passé sous silence de nombreux passages de votre vie politique. Il fallait que je garde un peu de temps pour notre conversation. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Non, je vous en prie. Alors, le confinement est levé depuis quelques heures. Quelle est la chose qui vous a le plus manqué pendant cette période? Voir des gens. Vraiment, je pense que les interactions sociales sont indispensables en fait à notre équilibre mental, à notre créativité, à notre enthousiasme, à notre bonne humeur. Et même si je suis pas la plus à plaindre, parce que évidemment je vois au moins les membres de ma famille proche, voilà. Mais disons que voir des gens, se laisser surprendre par eux, s'inventer une journée au fil des rencontres, et c'est impossible avec le confinement. Prof, etc. Quel regard portez-vous sur votre enfance? Beaucoup de tendresse, je pense. Toujours un peu de nostalgie, comme on en a souvent à l'égard de l'enfance. Et en même temps, beaucoup de trous de mémoire, en quelque sorte. Il y a beaucoup de choses qui ont un peu qui se sont éloignées avec le temps, et je me souviens plus, notamment de la petite enfance, je me souviens plus de saveurs ou d'odeurs ou de bruits que de réels moments. Je pense qu'en fait, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, que j'ai changé beaucoup d'univers, et donc il y a des choses qui sont pas simples à se remémorer. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève? Moi, j'ai toujours beaucoup aimé l'école, alors je crois n'avoir quasiment que des bons souvenirs de l'école. Les rentrées étaient des très bons souvenirs, parce que j'étais ravie je sais que ça peut paraître étrange pour certains élèves d'entendre ça, mais moi, j'étais vraiment ravie de reprendre le chemin de l'école. Certains cours en particulier, j'avais une vraie passion pour la littérature, donc les cours de français pour moi étaient toujours un bonheur. Et puis c'est
par l'école aussi que j'ai découvert des choses qui vous forgent. Je pense par exemple à la pratique du théâtre. Donc c'est aussi des très bons moments. Vous avez été quel genre d'adolescente ? J'étais plutôt introvertie, je pense, timide, sur la réserve. Au fond, j'ai pas beaucoup changé. Me demandant toujours si j'étais bien à ma place. Je pense que j'étais comme ça. Mais sans doute très agréable par ailleurs, parce que ne créant pas de difficultés. Alors en quoi cette période de l'adolescence, ainsi que celle de l'enfance d'ailleurs, ont influencé votre carrière et le parent que vous êtes aujourd'hui ? Je pense que ce en quoi ça a influencé ma carrière, c'est que précisément les traits de caractère que je viens d'évoquer, c'est-à-dire une forme de modestie, d'humilité, ont quand même marqué ma façon aussi de faire de la politique quand j'ai commencé à en faire. On sait que la politique, c'est une façon normalement quand même de se mettre en scène, de se mettre en avant, de se dévoiler. Néanmoins, on gagne aussi beaucoup à avoir des hommes ou des femmes politiques pour qui la politesse est un maître mot, l'écoute des autres plutôt que l'omniscience apparente est importante, voilà. Et je crois que dans ma façon de faire de la politique, il y a toujours eu un peu de ça, une forme de modestie, d'humilité, qui me conduit, y compris à reconnaître que parfois il y a des défaites électorales, que ça signifie que les gens n'ont pas forcément été convaincus par vous, d'en tirer les conséquences et de ne pas accrocher au pouvoir comme on a pu voir certains le faire. Donc c'est ce qui m'arrive en 2017 lorsque je suis défaite aux élections législatives et que je décide de quitter la vie politique, en tout cas pour un temps, et d'aller plutôt dans le secteur privé ou le secteur des ONG. Donc moi, je pense que ce que j'ai gardé de cette adolescence, c'est une capacité à me remettre en question et à écouter aussi les autres. Et puis après, s'agissant de moi comme parent, je dirais que j'ai retenu quand même de l'adolescence à quel point, justement, à cet âge-là, on peut être secret, on peut se braquer. On peut être susceptible, il y a des choses dont on comprend pas forcément les tenants et les aboutissants, et donc du coup, à l'égard de mes enfants qui sont désormais des pré-ados, on va dire, je fais attention à tout cela aussi. Prof, etc. Vous avez été ministre du droit des femmes et j'ai le sentiment que cette fonction a revêtu une importance toute particulière à vos yeux. Comment aborde-t-on cette responsabilité quand on est féministe comme vous l'êtes ? Avec beaucoup d'enthousiasme d'abord, parce que moi je suis absolument convaincue que c'est un combat plus que majeur, absolument central de nos sociétés, y compris de celles qui considèrent qu'elles ont suffisamment évolué en la matière. En fait, on n'a jamais suffisamment évolué en matière d'égalité homme-femme. Donc ça a été vraiment un plaisir d'endosser cette responsabilité-là pour un peu plus de 2 ans. Et si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. J'y ai découvert des gens absolument merveilleux. On a pu travailler sur des sujets qui étaient des vrais angles morts de nos réflexions politiques. Je pense à l'époque, par exemple, au temps partiel émietté que subissent aujourd'hui un nombre de plus en plus important de femmes, à la précarité qui s'ensuit, au nombre de familles monoparentales qui ont à leur tête des femmes, c'est-à-dire 80% des familles monoparentales, à toutes les difficultés que ça crée pour ces dernières et pour leurs enfants. Enfin, voilà, donc des sujets comme ceux-là, qui étaient un peu absents du débat public, sont redevenus plus présents grâce, je crois, à notre mobilisation, à tout ce que nous avons fait sur ces questions-là, aux lois que nous avons adoptées. Et c'est une vraie fierté que d'avoir exercé ces missions. Je me souviens d'avoir vécu de l'intérieur en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que citoyen, une certaine hostilité, pour ne pas dire des attaques en règle, lorsque vous avez mis en place le programme ABCD de l'égalité pour lutter contre le sexisme et les stéréotypes de genre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les lignes ont bougé, il y a eu MeToo et d'autres mouvements de la libération de la parole des femmes. Est-ce que vous diriez que vous étiez en avance sur votre temps ? Non, moi je pense que j'étais à l'heure.
On était même plutôt en retard collectivement, la société, sur ces sujets, carrément en retard. En revanche, non, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que au-delà de la malfaisance, évidemment, des acteurs qui se sont opposés, toujours sur la base de fake news, de désinformation, à ces mesures de bon sens, au-delà donc de leur malfaisance, ce qui a vraiment joué en leur sens, c'est que le pays venait d'être bousculé, je mets des guillemets, hein, il y avait pas vraiment de raison qu'il le soit bousculé, mais il l'a été par l'adoption de la loi en faveur du mariage pour les couples de même sexe. Et je pense que toutes les hostilités, toutes les résistances à cette loi-là se sont reportées par la suite sur l'idée même d'un enseignement égalité filles-garçons à l'école, qui, selon ces détracteurs-là, introduisait un trouble sur le genre et finalement apprenait à nos filles et à nos garçons que peu importe le sexe avec lequel on était né, on pouvait en changer potentiellement pendant sa vie. Enfin, des bêtises, hein, tout ça. Mais vous voyez bien que, au fond, ce que ces résistances-là disaient, c'était que les codes et les standards qui s'appliquent aux filles et aux garçons aujourd'hui leur allaient très bien et qu'il était hors de question de les remettre en cause. Sauf que ce sont ces codes, ces carcans très stéréotypés qui, en réalité, enferment les filles et les garçons dans des mondes où les horizons sont limités parce que finalement les filles dès le plus jeune âge apprennent que l'ambition c'est pas vraiment fait pour elles, que certains métiers ne leur sont pas accessibles, que les garçons de leur côté se voient réclamer, enjoindre d'être dans une forme de virilité, de cacher leur sensibilité, de ne pas s'intéresser finalement à leur dimension parents, puisque ce sera plus davantage le rôle de la femme. Enfin, donc tous ces carcans, tous ces stéréotypes sont limitants, auto-limitants, rendent les individus terriblement malheureux. Et donc apprendre l'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge, c'est une façon de les défaire, ces stéréotypes et ces carcans. Et il est plus que temps maintenant de le faire, évidemment. Justement, dans votre essai « La société des vulnérables, leçons féministes d'une crise » publié chez Gallimard et coécrit avec la philosophe Sandra Laugier, vous soulignez ce paradoxe. Les femmes nous sont montrées comme très présentes pendant la crise sanitaire, on les a vues coudre des masques, s'occuper des malades, et pourtant elles sont quasiment absentes dans les réflexions et les décisions qui émergent de cette même crise. Comment expliquez-vous que le monde politique se passe à ce point des femmes ? Même ce constat, j'imagine que certains voudront le remettre en cause en démontrant que quantitativement nous avons plus de femmes en politique qu'autrefois, ce qui est vrai, indéniablement. Mais ce à quoi sont toujours très utiles les crises, c'est justement à mettre à nu nos sociétés et à démontrer ce qu'il se passe vraiment. Et dès qu'une crise éclate, qu'est-ce qu'il se passe ? D'une part, les premières affectées, les premières vulnérabilisées sont les femmes, et ça s'est vérifié cette fois-ci. Et d'autre part, quand il s'agit de la gérer, cette crise, c'est comme si, allez, on passait aux choses sérieuses et que autour de la table, on oublie de mettre les femmes. Et c'est ça le sujet, c'est pourquoi est-ce que encore aujourd'hui, après des décennies où on a fait progresser sur le papier l'égalité entre les femmes et les hommes, la parité en politique, eh bien, on les considère toujours quand même comme un peu moins légitimes, compétentes, expertes à intervenir, notamment en temps de crise. Et donc, la réponse, c'est que en fait, nous avons toujours dans notre inconscient de société, j'attaque pas des individus en particulier en disant ça, je dis collectivement, nous avons toujours cette hiérarchie installée, cette hiérarchie entre les sexes, qui remonte à si loin qu'en fait, on n'a pas réussi encore à la déloger de nos inconscients. Et donc, la déloger de nos inconscients, c'est précisément continuer à se battre très fort contre cette histoire de stéréotypes. C'est faire en sorte que tous les acteurs qui ont les leviers pour faire changer les choses, et je pense en disant cela aux partis politiques, je pense aux médias, fassent en sorte de donner la parole à des femmes beaucoup plus nombreuses pour que chacun s'habitue au fait qu'elles prennent la parole et qu'elles fassent à incongru, notamment en temps de crise. Et puis, ce faisant, en leur donnant beaucoup plus la parole, en les faisant exercer réellement des responsabilités, c'est tout un pan de notre monde, de notre société qu'on arrivera à enfin mettre en lumière, parce que aujourd'hui, il nous échappe. La vérité, c'est que la situation d'un certain nombre
ces femmes qui exercent par exemple ce qu'on appelle les métiers du care, qui sont quand même des métiers pour l'essentiel très mal payés, mal reconnus, et qui travaillent dans des conditions infernales. Elle est assez méconnue dans l'espace public. C'est aussi parce que comme on leur donne pas la parole, on s'intéresse pas à elle, on peut pas la connaître mieux, cette situation. Donc c'est tout ça qu'il faut changer. Lorsque vous étiez ministre de l'Éducation nationale, vous avez mis le paquet, si j'ose dire, sur le numérique. Et la récente nécessité d'assurer la continuité pédagogique pour les élèves pendant le premier confinement a fini de convaincre les personnes les plus réfractaires à ces outils. Est-ce que vous vous souvenez de votre première fois au contact d'un objet numérique dans le cadre de vos fonctions professionnelles ? Oui, je pense que c'était il y a quand même des années de ça. D'ailleurs, je me demande comment ça s'appelait. C'était peut-être un iPad ou quelque chose comme ça. C'était comme une espèce d'agenda électronique. Vous vous souvenez de ça ? Oui, absolument. Dans lequel on entrait simplement son agenda et c'était absolument formidable. Je trouvais ça extraordinaire qu'on puisse faire ça. Oui. Mais ensuite, évidemment, très vite, le téléphone, la table électronique. Moi, je passe beaucoup de temps avec ces outils-là. Donc, j'en sais à la fois l'importance, l'utilité, et en effet, dans le monde qui est le nôtre, de plus en plus grande, parce que clairement, l'enseignement à distance, même si on n'espère pas revivre des crises comme celle du printemps dernier qui nous oblige à fermer les écoles, on se doute qu'on vit dans un monde dans lequel il va y avoir quand même de plus en plus de dysfonctionnements liés à l'environnement, si ce n'est aux pandémies, et donc que potentiellement cet enseignement à distance sera amené à se répéter, et donc autant être prêt. Donc on a besoin de ces outils numériques, on a besoin que les élèves sachent les utiliser, qu'ils ne se perdent pas dedans, qu'ils n'y laissent pas n'importe quoi non plus, je pense à la vie privée en disant ça. Et en même temps, on a aussi besoin d'apprendre à les réguler, c'est-à-dire à ne pas trop les utiliser non plus. À prendre toujours plaisir à feuilleter un livre, à continuer évidemment à écrire de façon manuscrite, enfin voilà. Donc du coup, je pense que cet usage est régulé, et il n'y a qu'à l'école qu'on peut vraiment le transmettre, et c'est pour ça que ça me paraît si important que l'école se saisisse du numérique. Alors vous avez désormais quitté la vie politique, même si ce que vous faites aujourd'hui est éminemment politique. Est-ce que vous pouvez nous parler de One, cette ONG que vous dirigez en France ? Oui, bien sûr. Alors, One est une ONG de solidarité internationale, dont la raison d'être est de faire en sorte que nous luttions et nous fassions même disparaître l'extrême pauvreté dans le monde. Ce qu'on appelle l'extrême pauvreté, c'est ces pays dans lesquels plus de la moitié de la population vit avec moins $1,90 par jour. Donc c'est vraiment des situations d'extrême dénuement qui s'accompagnent évidemment de toute leur panoplie de misère humaine, maladies non traitées, non accès à l'éducation, violence, pays en crise, etc. Donc cette situation d'extrême pauvreté, cela fait maintenant depuis le début des années 2000 que cette ONG One en traite. Elle le fait en faisant du plaidoyer auprès des gouvernements des pays riches et des institutions internationales pour que les moyens donnés à la solidarité internationale soient conséquents et suffisamment élevés pour faire face à la fois en temps normal et plus encore en temps exceptionnel comme c'est le cas aujourd'hui avec la pandémie Covid-19. Et ces moyens doivent être utiles aux populations dont on parle, à la fois pour sortir de l'extrême pauvreté, mais aussi pour, et c'est notre deuxième grand axe de plaidoyer, lutter contre les maladies évitables. Ce qu'on appelle les maladies évitables, ce sont toutes ces maladies qui ont des traitements, la malaria, la tuberculose, la polio, et donc aujourd'hui et demain le Covid-19, et qui, malgré tout, malgré l'existence de ces traitements, continuent à tuer parce que ces traitements n'arrivent pas dans les pays les plus pauvres. Et donc nous rendons ces médicaments accessibles
ces pays et à ces populations. Donc c'est ça nos deux axes, extrême pauvreté et maladies évitables. Et c'est une ONG qui a été fondée donc au début des années 2000 par quelqu'un d'assez engagé qui est le chanteur de U2, Bono, et qui aujourd'hui est installé dans plus d'une dizaine de pays dans le monde. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois, Najat, et pour quelle raison ? Je crains de vous répondre que je ne m'en souviens pas et j'ai conscience que c'est très problématique. Je pense que la dernière fois que j'ai ri aux larmes, ça devait être avant le confinement parce que c'était devant un spectacle humoristique, je pense. Donc, comme les lieux de culture malheureusement ont été bien inaccessibles ces derniers temps, non, je n'ai pas eu d'occasion de rire aux larmes. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel ? J'aime beaucoup le petit déjeuner. Je ne saurais vous dire pourquoi, mais ça a toujours été depuis l'enfance mon repas préféré. Puis il y a quelque chose de plaisant en fait. Bon, une fois passé le moment où on se dit oh non, le réveil vient encore de sonner à 7h, il est beaucoup trop tôt, mais bon, une fois passé ce moment, une fois qu'on a pris sa douche et qu'on descend préparer le petit déjeuner, il y a quelque chose de plaisant à se dire on a la journée devant nous, quelque chose va commencer. Voilà, c'est mon moment préféré. Prof, etc. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous ? La vie en tant que telle, la valeur qu'on accorde à la vie. Je pense que c'est ça qui est intéressant à retenir finalement de l'épisode du Covid-19, c'est que contre toute attente, les gouvernements de pays extrêmement différents, pas tous évidemment, mais enfin la plupart, ont pris la décision de quasi arrêter l'activité économique parce que l'essentiel était en jeu, qui était la vie. Et en fait, quand on réfléchit bien, c'est assez surprenant comme décision à peu près consensuelle, parce que ça n'a pas toujours été les réactions face aux pandémies du passé. Et donc, moi, je me dis que potentiellement, on pourrait pour l'avenir garder cette valeur-là en se disant qu'il nous faut l'appliquer dans la plupart de nos débats. Je pense par exemple au débat sur les réfugiés qui traversent la mer Méditerranée et qu'on laisse mourir parce que soi-disant on n'a pas les moyens de les aider ou de les accueillir. Moi je me dis que si ce qui a une valeur suprême c'est la vie, et ben dans ce débat-là aussi on ne peut même pas se poser de questions et donc évidemment prêter assistance. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier ? Ce que en anglais on appelle le multitasking. C'est-à-dire le fait de pouvoir faire plein de choses en même temps, j'avoue. Bon, après, je tire un peu sur la corde, c'est-à-dire que à force de faire beaucoup de choses, j'en viens à me créer moi-même des tensions personnelles et à beaucoup plus travailler au fond que ce que je devrais. Je suis pas obligée de toujours énormément travailler à ce point-là, mais bon, j'ai pris un peu le rythme de le faire et c'est ce que je fais. Mais oui, je pense que c'est pas mal comme qualité parce que finalement ça permet aussi. Alors on dit souvent que le multitâche justement il faut s'en méfier parce que vous faites pas à fond ce que vous êtes en train de faire. C'est pas mon cas. Moi ce que je constate c'est que le multitâche justement me permet de faire des liens entre des cercles différents, des sujets différents. Des univers différents et finalement devient une énergie créatrice parce qu'en faisant les liens entre les choses qui n'avaient pas vocation à se rencontrer, ça me donne des idées de projets, ça me rend créative. Ouais. Donc oui, je dirais que c'est ça. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui ? Marie Curie. Parce que c'est une des femmes pour laquelle j'ai
beaucoup d'admiration, de respect, voilà, à laquelle je tire mon chapeau. J'aime bien cette vie extraordinaire qui a été la sienne. Je trouve que quand même cumuler autant de difficultés et réussir à devenir prix Nobel, alors même que son propre mari l'a été, alors même qu'on est étrangère en France, c'est extraordinaire. Donc oui, je trouve cette femme lumineuse. Donc j'aurais bien aimé être une journée dans ses chaussures. C'est la 4e fois que cette réponse est faite sur cette question. Et c'est très étonnant. Ah, c'est drôle. Ah ouais. Et ça montre à quel point, effectivement, c'est un personnage qui a marqué non seulement l'histoire, mais je pense aussi la condition féminine d'une certaine façon. Comment définissez-vous le succès ? Je le définis pas parce qu'il n'y a pas un succès, il y a des succès. En tout cas, c'est ce que j'explique à mes enfants. Donc, il y a des succès. Alors, que sont les succès ? Je dirais que c'est même pas forcément l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés, parce que parfois, c'est intéressant, mais quand j'étais jeune, ma mère me disait souvent tu sais, ma fille, la vie a plus d'imagination que toi. Et c'est une phrase qui m'a toujours beaucoup servi, que j'ai toujours trouvée très pertinente. En tout cas, la vie a démontré qu'elle avait raison. Elle me disait ça quand j'étais stressée, que je passais un concours, que je pensais que je n'allais pas l'avoir, etc. Et qu'elle essayait de me rassurer en me disant, mais tu sais, même à supposer que finalement tu ne l'aies pas, dis-toi que la vie a plus d'imagination que toi et que potentiellement le fait de ne pas l'avoir te sera plus utile que de l'avoir eu, enfin quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai constaté 1000 fois que c'était vrai. Parce que en réalité, une porte qui se ferme dans la vie, c'est souvent la possibilité pour bien d'autres portes de s'ouvrir. Et donc, finalement, le succès, c'est pas forcément l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés à soi-même, confère ce que je viens de dire. Je dirais que le succès, c'est tout simplement la capacité à être heureux d'une situation, que ce soit celle qu'on ait recherchée par soi-même ou que ce soit celle que la vie nous a offerte. Alors cette phrase que prononçait votre maman, vous en avez fait un livre d'ailleurs, je mettrai les références de ce livre en description de cet épisode. Super. On arrive bientôt à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années ? Je me souhaite de savoir profiter de la vie un peu. Parce que honnêtement, je suis vraiment pas à plaindre, j'ai beaucoup de chance. Je voudrais être capable de me saisir de tout cela, d'avoir une forme de légèreté par rapport à la vie. Souvent, je m'encombre avec des contraintes que je m'impose à moi-même, de défis que je me fixe, qui sont parfois même insurmontables et qui me compliquent un peu la vie. Je pense qu'il faudrait que j'arrive, et c'est le souhait que j'aimais d'ailleurs pour tous ceux qui nous écoutent, qu'on arrive tous un peu à se réjouir de ce que nous avons et à le savourer. Évidemment avec ce qu'on aime. Merci Najat d'avoir accepté de participer à Prof, etc. Merci à vous et bravo vraiment pour cette initiative. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre le combat contre l'extrême pauvreté, vous trouverez le lien vers le site de one.org dans la description de cet épisode. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous y abonner sur les plateformes de diffusion, Spotify, Apple Podcast, Deezer par exemple. N'hésitez pas non plus à m'offrir des étoiles sur iTunes, ainsi que vos commentaires, ça m'aide beaucoup. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.